Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage l'enregistrement d'un workshop interne à la communauté Youmento. La première partie présente le mind mapping que vous trouverez en description et qui est une analyse long terme de la situation économique, de l'évolution économique et financière post-Covid. C'est une synthèse de toutes mes lectures, écoutes, réflexions sur le sujet et comme en fait je n'avais trouvé personne qui avait fait ce travail, je l'ai fait moi-même. Dans la seconde partie, on échange entre membres de la communauté donc sur cette thématique avec en invité d'honneur Alexandre Vinal de la chaîne Quantips. Je vous mets le lien en haut à gauche. Si tu as une vision à long terme de ta vie et pas juste à 1 ou 2 ans, à mon sens, c'est un indispensable. Surtout si tu es investisseur et ou entrepreneur. Reste bien jusqu'à la fin du workshop parce que à la fin, je vais parler des moyens de se protéger et aussi des opportunités qui sont, à mon sens, à venir. Allez, c'est parti. Donc, workshop d'aujourd'hui, pour parler des perspectives économiques et financières post-Covid. Alors, comme vous l'avez vu, je vous ai partagé un mind mapping qui était en cours de travail et qui restera de toute manière en cours de travail, hein, puisque je viens l'enrichir au fur et à mesure. Mais je pense l'avoir suffisamment avancé là pour pouvoir en parler avec vous. Et puis, je pense que c'est bien de faire jouer clairement l'intelligence collective pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui est à venir. Alors pourquoi je me suis en clair infligé ça? Parce que il y a certaines personnes avec qui je l'ai partagé qui m'ont dit mais pourquoi tu fais un truc pareil? Concrètement, à mon sens, c'est parce que déjà en tant qu'investisseur et entrepreneur, et à mon sens, quand on a une vision long terme sur sa vie, qu'on ne se concentre pas uniquement sur du court terme à 1 ou 2 ans, quand on voit, pour ma part, j'ai une vision jusqu'à 60 ans, enfin jusqu'à mes 60 ans. Quoique, peut-être que je vivrai jusqu'à 97 ans, on verra. Mais en tout cas, quand on a une vision comme ça, à mon sens, c'est quand même important de prendre du recul, d'avoir une vision sur le long terme, sur comment les choses vont évoluer, de manière à vérifier que les positionnements que l'on va prendre d'un point de vue investisseur, d'un point de vue juste aussi entrepreneur, ou même dans les choix de carrière qu'on peut faire, sont en adéquation avec la manière dont l'économie, le monde va évoluer. Alors, c'est pas bien sûr un exercice qui est figé, c'est un truc qu'il faut repenser en permanence, faire évoluer, parce que ça évolue tout le temps et qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de dire avec précision, voilà exactement ce qui va se passer, parce que c'est tellement complexe que c'est juste en fait pas possible. Je vous remets le lien dans le Zoom euh, le, vers le mind mapping pour que vous puissiez le prendre. Alors, je vais partager mon écran après, hein, je pense que ça sera le plus simple. Comment on fait pour envoyer un message à tout le monde? Tout le monde, voilà. Voilà. Donc là, comme ça, le mind mapping peut paraître assez indigeste parce qu'effectivement, il y a des liaisons de partout. Mais je vous prie de croire que j'ai essayé de synthétiser au maximum, tout en essayant de prendre du recul et parce que c'est ultra complexe, parce qu'il y a des tas de variables à prendre en compte, c'est essayer de quand même saisir les liaisons qu'il y a entre les différents éléments pour encore une fois prendre du recul et puis essayer d'avoir une vision long terme. Euh, L'intérêt aussi de ça, c'est donc comme je disais, ok, vision long terme, mais derrière ça, c'est un positionnement d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneur, positionnement d'un point de vue investisseur pour à la fois protéger son argent, protéger ses liquidités, ses possessions, et puis aussi, pourquoi pas, saisir les opportunités qu'il y aura à venir. Alors, là, on ne parle pas d'un truc qui est sur les 6 mois à venir. L'objectif, c'est encore une fois de faire, d'acquérir, d'avoir une compréhension sur les choses, sur les années à venir, quoi. Donc, avant de continuer, je rappelle que la vidéo, elle va être publiée certainement. Alors peut-être que je ferai des coupes après en montage, etc. Mais elle sera publiée c'est le premier workshop qui sera publié de manière publique sur les différents canaux de Youmento notamment. Donc, si vous voulez changer votre nom
dans Zoom ou désactiver votre vidéo, bah, faites-le pour rester anonyme. Ou si ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi quitter la réunion. Mais j'avais prévenu avant, donc je pense que tous ceux qui sont ici sont OK du coup avec ça. Alors, on a Alex qui est en invité d'honneur pour ce workshop. Merci. On t'entend Si pas. c'est Hein. pas plus, quoi. De quoi? Si c'est pas plus. Invité d'honneur. Voilà. Alors, moi, je suis très heureux qu'il soit là parce que bah déjà, ça a été mon mentor sur plein de sujets. Il m'a, par le biais de toutes les choses qu'il a pu publier, la chaîne YouTube, ses formations, les groupes Facebook, les lives qu'il fait toutes les 2 semaines, ses emails. En tout cas, moi, j'ai tiré beaucoup d'enseignements de ça. Donc voilà, j'ai appris à apprécier sa capacité à creuser les sujets, à prendre du recul et de manière en plus pragmatique. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureux qu'il soit là aujourd'hui parce que c'est un exercice compliqué et que, encore une fois, j'accorde beaucoup de valeur à ce qu'il peut penser ou dire, même si, bien sûr, personne n'est infaillible, qu'il faut toujours garder sa propre réflexion. Néanmoins, voilà, je suis encore une fois content qu'il soit là pour pouvoir discuter de tout ça. Donc, Avec plaisir. merci. Alors, je vais me mettre à partager mon écran parce que je vais zoomer dessus. Alors, je le passe sur mon autre écran parce que j'ai un écran ultra wide et si je le mets sur celui-là, ça va vous faire une résolution vraiment dégueulasse. Voilà. Ok. Allez, partage d'écran. Ok. Je vais voir si je peux le mettre en full screen. Ouais, c'est bon. Ça marche. Voilà, donc, comme je disais, beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de liaisons, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont entremêlées d'un point de vue économique, financier, société aussi, gouvernement. Donc, vraiment un sujet ultra complexe. Et forcément, avec des gens qui se contredisent et qui ne sont pas d'accord. Donc, bon, pour ma part, j'ai fait encore une fois cet exercice parce qu'en fait, à part à la rigueur Ray Dalio, qui a vraiment eu un aspect prise de recul, je sais pas si je sais que Benoît notamment suit ses articles et suit ce qu'il peut dire. Je n'ai pas trouvé de personne qui ait fait cet exercice-là ou qui ait eu une approche de synthétisation. Donc, comme toujours, hein, l'aspect responsabilisation, soit on se dit ah ben tant pis, soit on le fait soi-même. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de partir de la partie entreprise. Parce que, effectivement, l'aspect compliqué, c'est de savoir, OK, par quoi on commence. Donc, on part déjà de la partie entreprise. Parce que, à mon sens, c'est un truc qui a été quand même vachement impacté par ce qu'on est en train de vivre. Mais pour moi, et après, alors oui, je précise, là, je vais parcourir le mind mapping, le commenter. Et après ça, on pourra discuter entre nous, que vous pourrez me dire ce que vous en pensez, réagir par rapport à ça, faire évoluer aussi la réflexion. Et je finirai en fait à la fin de la partie présentation du mind mapping sur justement ce que je vois en termes de protection et d'opportunités à venir. Donc, là, ce que l'on vit, on a eu en quelque sorte une espèce d'arrêt global de l'économie mondiale. Alors, c'est à la fois du jamais vu et en même temps, c'est déjà quelque chose qu'on avait pu expérimenter
notamment avec la grippe espagnole. Alors ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet où j'ai lu un bouquin à propos de ça, qui n'a pas été aussi utile que ce que je l'espérais en termes de projection sur ce qu'il y aura à venir. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes. Et c'est déjà quelque chose qui s'est produit, le fait qu'il y ait un ralentissement, parce que on parle d'arrêt, mais tout ne s'est pas complètement arrêté. On a quand même des choses qui ont continué à tourner. Néanmoins, on a eu quand même effectivement un gros ralentissement avec plein de choses qui se sont mises en stand-by. Et ça a forcément des conséquences assez fortes que on commence à peine à percevoir, en fait, à toucher. Et je pense que là aussi, les premiers à toucher le truc, c'est les entrepreneurs. Là, je pense encore à une amie qui est restauratrice traiteur et qui me disait que voilà, là, elle croisait des collègues restaurateurs au métro, là où ils achètent en fin de compte ce qu'ils utilisent pour faire la cuisine. Et elle disait qu'elle croisait plein de gens qui avaient des mines complètement qui étaient pâles, qui avaient des cernes et complètement hagards. Et quand elle échangeait avec eux, alors elle a vraiment une capacité de prise de recul et de rebond assez forte, hein, mais quand elle échangeait avec elle, ils étaient complètement désemparés en disant mais ouais, on nous laisse crever, on nous laisse comme ça, on ne fait rien pour nous. Donc vraiment des situations ultra critiques et qui vont forcément mener à des faillites. Alors, qui dit faillite, forcément, dit destruction de valeur, une contraction de l'économie, une diminution de l'offre. Alors, on va y revenir dessus. Diminution de l'offre, ça a aussi des conséquences. Risque d'illiquidité, tout simplement. Donc, risque de solvabilité. Si on a des fournisseurs, enfin des clients qui ne sont plus en capacité de payer, bon, ça veut dire qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés. Et ça fait aussi des faillites en cascade. Il ne faut pas se leurrer. Là où c'est monstrueux, c'est tout le secteur du voyage et du tourisme, hein. Je pense que vous l'avez tous compris. Alors, les hôtels, les opérateurs de voyage, tout le secteur de l'aérien. Alors, on parle de 85% des compagnies en faillite dans le monde, hein, d'ici fin 2020, sauf intervention massive des États. À chaque fois, je le rappelle, il y a des petits liens vers des articles qui m'ont servi à construire notamment ce mind mapping ou parfois tout simplement des vidéos. Secteur aussi du voyage, train, les taxis, les VTC, question quid pour Uber, parce que ça aussi, c'est des gens qui ont été touchés. Là aussi, l'exemple perso, comme certains le savaient, au tout début, juste avant le confinement, j'étais à Disneyland et je prenais des taxis et ils me disaient à quel point c'était catastrophique pour eux, avec notamment certains me disaient, voilà, à la fin du mois, je dépose le bilan. Donc, le gros coup, l'État paiera, il n'y aura pas de sociétés qui vont qui vont tomber en faillite. Forcément, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Les restaurants, avec là des situations aussi critiques, restaurants, bars, etc. Là-dessus, même chose, hein, au niveau des entrepreneurs que je peux connaître et qui ont notamment parfois plusieurs restos ou plusieurs bars. Là, ils se retrouvent dans des situations ultra critiques avec notamment des loyers, par exemple, qui doivent continuer à payer. Et là-dessus, en fait, il y a une clause au niveau des loyers où si la personne arrête de payer, est en défaut de paiement, tu peux récupérer le fonds de commerce pour, je crois, 1 euro symbolique. Alors, je ne sais pas exactement d'un point de vue légal comment ça se passe, mais concrètement, en fait, ceux qui louent, ils ont tout intérêt à ce que les commerces se cassent la gueule parce qu'ils récupèrent le fonds de commerce qui a été valorisé pour rien et ça vient les enrichir. Donc là, typiquement, ce qu'ils me disent, c'est que ils essayent de négocier, mais que forcément, les propriétaires, ils leur disent non, non, tu me payes. Parce que concrètement, si effectivement il fait défaut, ils ont tout à gagner, quoi. Bon, les salles de sport. Les entreprises, toutes les entreprises avec des frais fixes élevés aujourd'hui, elles prennent cher. Salles de spectacle, musées, cinéma, voilà. On a vraiment tout un pan de l'économie qui souffre de manière ultra forte, quoi. Donc là, heureusement, on a une espèce d'horizontalité, en tout cas des cas en France. C'est vraiment, franchement, j'y croyais pas.
et je suis bien heureux de m'être trompé. Donc, on va voir si les choses voilà, se remettent. Et puis, on va voir aussi les dégâts que ça aura creusé. Mais forcément, les dégâts que ça aura causé, pardon, pas creusé. Mais forcément, il y aura des faillites. Alors, on a tout un aspect d'économie aussi qui a été boosté. Ben, c'est tous les produits en ligne, hein. Là-dessus, moi, de par mes activités, aussi des gens que je connais, tous ceux qui vendent du produit en ligne, des produits digitalisés, des solutions, je pense voilà, à des outils comme Monday, Zoom, forcément tous les Netflix, Amazon, etc. On en a entendu parler. Là, confinement oblige, c'est des choses au niveau notamment avec le télétravail, etc., qui ont été clairement boostées. Et puis, on a vu, on en a beaucoup parlé, hein, la valeur de Zoom augmenter fortement en bourse notamment. Et puis de manière générale, le commerce en ligne, ils s'attendent à 3 fois plus de volume aux États-Unis suite au post-Covid. Mais en tout cas, globalement, une augmentation par rapport à ça. Et là-dessus, il y a des choses quand même intéressantes à requérir, notamment d'un point de vue opportunité derrière. Au niveau des entreprises, concrètement, elles vont aussi chercher, alors moi le premier, hein, diminuer les coûts fixes, hein, augmenter la flexibilité au niveau des ressources. Moi, je le dis, hein, j'ai fait du licenciement et rupture conventionnelle pour renforcer mes structures. Voilà. Parce que, à mon sens, comme toujours, les plus forts vont survivre. Donc voilà, diminution des coûts fixes, des licenciements. Et en France, on a un niveau de flexibilité de l'emploi qui est moindre par rapport aux États-Unis. Donc on a, je dirais, une hausse du chômage qui est moins rapide. Néanmoins, avec quand même les changements d'un point de vue légal qu'il y a eu ces dernières années, et un majeur, ça a été le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Moi, concrètement, en fait, là, pour un licenciement économique que j'ai fait, alors je l'ai fait proprement, et mon avocate, clairement, ce qu'elle m'a expliqué, c'est de dire, en fait, là, tu pourrais lui dire, aujourd'hui, tu dégages. Parce qu'au final, le risque derrière qui te poursuive au prud'homme et par rapport à ce que tu risques de payer au maximum, mais vraiment au maximum, au final, ça te coûtera moins cher que ce que là, tu vas lui payer en termes d'indemnité de licenciement et le temps qui s'en aille, quoi. Donc, je n'ai pas fait ça, effectivement, parce que c'est quelqu'un de bien humainement et que j'avais aucune envie de la jouer comme ça. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et le côté sacro-saint CDI, je suis à l'abri de tout, c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. Toujours pour les entreprises, là on le voit, hein, la nécessité de diversifier les lieux de production pour augmenter la résilience des sociétés. Quand on voit qu'il y a le gros des fournisseurs en fin de compte, des fournitures ou de la production qui vient de Chine notamment ou de pays comme ça, ça crée un problème en termes de choses qui permettent de produire tout simplement, quoi. Ou juste de la production de produits. Je pense à Apple, par exemple, où il a le gros de sa production qui est en Chine, mais ce n'est pas le seul. Et forcément, en réaction à ce qui s'est passé, on va voir, hein, là, c'est la bonne excuse pour les gouvernements pour dire il faut relocaliser, il faut faire du protectionnisme. On a commencé à en entendre parler, et puis ça, c'était déjà la ligne directrice un peu de Trump, d'après ce que je comprends de sa politique. Donc, ça ne va faire encore que renforcer cet aspect-là. Et puis, concrètement, c'est aussi un truc qu'on avait vu en post-crise de la grippe espagnole, avec un côté aussi repli sur soi et protectionnisme. Donc, d'un point de vue production, même si à l'époque, c'était déjà beaucoup moins, on va dire, mondialisé les choses, quoi. Mais c'était déjà en partie le cas. Là-dessus, même chose, un lien vers un article qui en parle. Donc, sur cet aspect de diversification des lieux de production, la même chose. Il y a peut-être des choses à prendre au niveau investissement, au niveau des entreprises qui seraient déjà, dans ce cas-là, qui auraient déjà une diversification de leur production parce qu'ils auront un avantage économique par rapport à d'autres. Donc, pour reprendre au début, OK, faillite. Alors,
Là, on va essayer de suivre un petit peu les liens. Je vais prendre de la hauteur en partant donc de la partie entreprise. Alors, qui dit faillite, effectivement, bon, bah, ça veut dire chômage. Ça veut dire chômage, ça veut dire des dettes non honorées. Donc, ça va avoir un impact aussi au niveau, ça va avoir un impact forcément au niveau de l'économie globale. Qui dit chômage? Ok. Chômage, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc forte augmentation du chômage, baisse des possibilités financières, et puis un niveau d'incertitude qui va augmenter. Aux États-Unis, alors au moment où j'ai noté ça, je crois que ça a encore augmenté, hein, mais il y avait 30 millions, une augmentation, si je me souviens bien, de 30 millions de chômeurs aux States, ce qui est assez fort. Et encore une fois, comme on a un niveau de flexibilité de l'emploi aux États-Unis, pour moi, ça donne une idée aussi des conséquences qu'il va y avoir aussi en France. Aujourd'hui, c'est limité par le recours au chômage partiel. Et ils essayent de limiter la chose aussi en balançant du crédit. Mais forcément, on va avoir du chômage aussi. Alors, si ensuite on va au niveau de la bulle économique globale. Alors là, beaucoup de choses, beaucoup de liaisons forcément. Contraction de l'économie. Alors, j'ai pas fait tout le temps des liaisons parce que sinon, ça allait devenir encore plus compliqué à comprendre. Mais dit contraction de l'économie, en fin de compte, récession. Comme je l'ai évoqué déjà avant, protectionnisme. Alors là, même chose, un article qui parle du sujet, notamment par rapport à l'attitude et au positionnement de Trump sur ça. Mais ce n'est pas le seul qui en parle. D'ailleurs, on voit en ce moment, ça se tend avec la Chine. Qui dit des produits, qui dit protectionnisme veut dire aussi produits plus chers. Parce que le fait d'avoir optimisé l'économie comme ça au niveau mondial, ça a permis d'optimiser aussi les coûts et de permettre, en fin de compte, d'augmenter notre capacité d'achat avec des choses qui, parce qu'elles sont produites à l'autre bout du monde, en Chine, Inde, etc., coûtent moins cher que si c'était produit en local. Donc, ça augmente le pouvoir d'achat, en fin de compte, dans nos pays. Mais si on fait du protectionnisme, forcément, ça veut dire que les produits vont coûter plus cher. Et si ça coûte plus cher, ça entraîne aussi une baisse des possibilités financières des ménages. De plus, produits plus chers, ça renvoie aussi à l'inflation. Donc ça, on va y revenir plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses dans ce que l'on va voir là aujourd'hui qui renvoient à de l'inflation. Et puis, forcément, si on fait du protectionnisme, ça va amener à des mesures des rétorsions. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, après, c'est un peu le cercle infernal sur cet aspect-là qui, en plus de ça, n'est pas très bon pour la circulation de l'argent, la circulation pour l'économie de manière mondiale. Alors, ensuite, là, comme je disais au début, on a quand même une accélération en fin de compte de ce qu'on voit avec la crise actuelle. Il y en a plusieurs qui parlent d'un effet d'accélération par rapport à ce qu'on voyait déjà. Alors, là-dessus, je vous en renvoie vers ce qui est, à mon sens, une excellente source. En tout cas, j'apprécie beaucoup sa capacité à prendre de la hauteur sur même des centaines d'années, sur des siècles de Ray Dalio, sur les gros cycles économiques. Je ne vais pas pouvoir détailler aujourd'hui tout ce qu'il dit dans ces articles parce que très franchement, c'est monstrueux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et moi-même, je dois les lire plusieurs fois pour bien saisir tout ce qu'il y a dedans. Donc, on est, d'après Ray Dalio, déjà dans un fin de cycle économique macro avec un changement, on va dire, une transition entre un déclin des États-Unis et l'émergence plutôt, d'après lui, du côté de la Chine. On a une paralysie, comme je disais, de la production mondiale, en tout cas un ralentissement. Donc, ça amène à une diminution de l'offre. Et ça, quand il y a une diminution de l'offre et qu'on a toujours une demande, alors là, on a aussi une diminution de la demande, mais quand on a une diminution de l'offre, hop, pareil, ça entraîne de l'inflation. Diminution des échanges mondiaux, du fait aussi du protectionnisme, ça va entraîner une diminution des échanges mondiaux. Des dettes non honorées. Alors, dettes non honorées, là, ça nous ramène à la partie banque, mais je vais y venir après avec potentiellement des
risque de faillite au niveau des banques. Mais pas que, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on n'honore pas ses dettes auprès d'un fournisseur, ben, le fournisseur court un risque aussi de faire faillite. Et puis, ça diminue de manière globale les possibilités financières. Alors, le pétrole qui est un espèce d'indicateur de l'activité économique mondiale, hein, qui s'est, comme on l'a vu, effondré. Effondrement des prix, problème de stockage, potentiellement faillite du secteur du pétrole de schiste aux États-Unis parce qu'ils ont un niveau pour qu'ils puissent être rentables, il faut que, je crois, le baril de pétrole soit entre 60 et 90 dollars. Mais au moins 60 dollars si je ne me trompe pas. Mais bon, on est bien en dessous, donc forcément, ben là, même chose. Peut-être qu'on honoré. Problème du côté des banques aussi. Bon, on le sait, on a les banques centrales qui tournent à foison et qui rachètent tout ce qu'ils peuvent, mais on va y venir aussi sur cet aspect-là. On a aussi un problème des emprunts étudiants aux États-Unis où ça, bon, ben, a priori, c'est quelque chose qui est identifié. Alors, c'est toujours l'aspect quand c'est identifié, est-ce que vraiment ça va poser problème parce que justement, les Black Swan, comme on dit, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas trop venir, comme la crise du coronavirus. Là. On savait que c'était possible, mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait venir. On n'a pas vu venir, clairement. Sinon, ça n'aurait pas toutes les conséquences que ça a aujourd'hui. Donc là, on sait qu'il y a une bulle aussi, alors même chose, hein, il y a un article lié sur le sujet, une espèce de bulle au niveau des prêts étudiants aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi poser problème dans les flux de contraction qu'on a de l'économie aujourd'hui. Parce que forcément, ces prêts étudiants, quand les étudiants ils arrivent sur le marché, qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot parce qu'effectivement, ils manquent d'expérience et que ce ne sera pas forcément eux qui vont être les plus compétitifs, eh ben, quand ils vont devoir commencer à rembourser, ils ne peuvent pas et défaut, etc. On a aussi plus de main-d'œuvre de disponible puisque forcément on a du chômage. Et là, ça c'est un truc que d'ailleurs mon coach Craig Ballantyne il dit régulièrement dans ses mails. Il dit en ce moment, vous avez des gens qui se retrouvent sur le marché du travail. Vous pouvez aller faire votre marché à vous en termes de ressources et de compétences parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent licenciés, qui ont des super compétences et que vous pouvez embaucher à un prix qui serait bien moindre, inférieur au prix auquel on l'aurait embauché avant. Donc, pour toutes les boîtes qui ont le vent en poupe, et ça, on va en parler d'un point de vue entrepreneurial un peu plus loin sur l'aspect opportunité. Toutes les boîtes comme ça, elles vont au final encore plus se renforcer parce qu'elles ont la capacité d'aller chercher comme ça des talents, en fait, des gens qui sont talentueux et qui se retrouvent aujourd'hui sur le marché du travail. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit, et à mon sens, qu'on a déjà vu aussi en post-2008, c'est que les plus solides et ceux qui arrivent à survivre se renforcent d'autant plus et deviennent encore plus gros quand on a des crises de ce genre. Alors, plus de main-d'œuvre disponible veut dire aussi baisse des salaires, des rémunérations. Hop, on en revient avec baisse des possibilités financières du côté des ménages. Alors, augmentation aussi des liquidités. Ça, c'est un peu des vidéos que j'ai vues, des choses que j'ai vues qui étaient pour moi un peu contre-intuitives. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on va y revenir, mais comme les banques centrales achètent à foison des dettes, on se retrouve quand même avec plein de liquidités disponibles. En tout cas, c'est l'avis de ce monsieur qui est economic manager ou responsable économique chez Natixis. Ou pour sa part, ce qu'il dit, c'est que, alors c'est un peu ce qu'on a vu aussi en post-2008, hein, c'est que, quantitative easing, liquidité de dispo, donc on a une augmentation aussi, on a une augmentation en fait des marchés. C'est d'ailleurs un truc que dit aussi Ray Dalio dans ses articles, c'est que lui, il dit, post-crise 1929, on a eu aussi un effet de rallye. Alors, pas immédiatement, mais on a eu aussi un effet de rallye sur les marchés parce que il y a eu aussi un aspect comme ça, d'évaluation de la monnaie.
Et c'est ce qu'on est en train aussi, à mon sens, de vivre. Enfin, c'est encore une fois, à mon sens, pas que à mon sens, c'est aussi un truc que dit Ray Dalio ou notamment ce monsieur, c'est qu'on a un aspect d'évaluation de la monnaie et que ça entraîne là, déjà potentiellement un rallye sur dans les années qui viennent sur les marchés financiers parce qu'on a plus de liquidités disponibles et que cet argent-là ne va pas forcément là où on n'en a plus besoin au niveau de l'économie, mais notamment dans les marchés. Et puis aussi la recherche, là, alors plus dans l'immédiat, plus à court, moyen terme, surtout en mode protection, la recherche de placements tangibles. Et c'est ce que dit ce monsieur-là, c'est que lui, il pense, alors, vu l'immobilier, hein, c'est un gros mot, c'est peut-être, je pense, exagéré, mais une recherche de placements tangibles. Et là-dessus, ça nous renvoie vers l'immobilier, ça nous renvoie vers l'or. Et ça, on va y venir de toute manière un peu plus tard. Et sur aussi, pour lui, tout ce qui est valeur non cotée, puisqu'effectivement, effectivement, là on le voit, hein, tout ce qui est, je viens là, private equity, toutes les valeurs non cotées, tout ce qui est aspect investissement dans les startups, business angel, au final, là, ça continue à tourner de manière moindre, hein, parce qu'effectivement, les gens, ils font plus attention, les investisseurs, à là où ils mettent leur argent. Donc, on a moins de concurrence en tant qu'investisseur, business angel, par rapport aux startups qui sont les plus intéressantes. On a une baisse de la valorisation aussi des startups parce que contexte économique oblige. Mais ce qui est intéressant aussi avec les startups, c'est qu'au final, ce n'est pas coté sur les marchés et qu'il y a comme ça moins l'impression, en tout cas, qu'il y a une diminution de la valorisation. Et ça fait que moi, je le vois, je suis dans le groupe de Léonis Investissement et je le vois, pour ma part, j'ai mis en stand-by, mais ça continue de vachement bien marcher et ça continue d'attirer du monde. Et même au niveau des business angels que je connais en dehors de Léonis, bien entendu, ça continue d'avancer de ce côté-là. Parce qu'il y a un effet un peu, effectivement, psychologique aussi, où on voit les marchés diminuer, il y a une grosse incertitude là-dessus. Et comme ce n'est pas coté les startups au niveau, on voit moins la perte potentielle qu'il peut y avoir derrière. Et c'est un aspect, c'est un peu un côté rassurant, quoi. Le côté non coté immédiat, comme d'ailleurs l'immobilier. Et c'est pour ça que ce monsieur pense que sur l'immobilier, alors sur certaines parties, hein, pas sur tout, mais on va y venir, il y a à son sens, il y aura une augmentation, une bulle en quelque sorte, quoi, mais comme tout le monde va aller vers ça, une augmentation des prix. Et puis, bien sûr, augmentation des liquidités, mais aussi une fuite des actifs risqués, hein. Concrètement, ceux-là alors je parle aussi bien sûr là des institutionnels, s'ils se font racheter leurs dettes du côté de la Banque centrale qui récupère de la liquidité, ils vont faire gaffe à éviter de les mettre dans des actifs risqués. Et puis, c'est là où aussi on parle de l'immobilier. Et c'est là où ce monsieur dit que lui, dans les institutionnels avec lesquels il est en relation, tous augmentent la part de l'immobilier dans leur portefeuille pour aller tout simplement vers des biens tangibles. Et puis, on a eu aussi un aspect épargne forcée des ménages. Alors, même si on a bien sûr une baisse des salaires et des rémunérations, mais là, on a eu quand même un aspect baisse forcée des ménages, épargne forcée, pardon, des ménages, qui, alors j'ai pas créé de liaison par rapport à ça, mais qui là aussi, c'est d'après ce monsieur et d'autres, mais je ne peux pas mettre tous les articles dans lesquels j'ai trouvé des infos dans ce mind mapping. Qui va mettre là épargne forcée du fait de la crise. En fin de compte, ils ont pu moins dépenser. Donc, on l'a vu dans moyen, en tout cas en Europe, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois qu'on était à un taux qui était assez important de niveau d'épargne qui est autour des 30%, d'après ce que j'ai pu lire. Et ça veut dire qu'à la sortie du coronavirus, pour ceux qui ont la capacité de se faire financer encore par les banques, et aussi peut-être aussi, et là c'est Guillaume notamment avec qui j'en avais discuté, qui était d'accord sur le sujet. En tout cas,
qui d'ailleurs m'avait fait remonter l'information. Épargne forcée, donc ils ont des capitaux disponibles. Donc, vu que les banques, forcément, a priori, on peut penser qu'elles vont avoir des conditions d'octroi au crédit immobilier renforcées. Peut-être que là, les gens ils vont se dire ah bon, c'est peut-être le moment d'y aller, d'acheter. Parce que à la sortie du Corona, on a de l'argent de disponible, que aussi on veut chercher un peu à se protéger. Qu'en France, il y a quand même un côté l'immobilier permet de se protéger, c'est pas risqué, etc. Et puis aussi parce que la crise que l'on vit va amener, et ça c'est l'aspect société, va amener à une augmentation du télétravail, une revue aussi de la manière dont on va vivre et, à mon sens, peut-être un peu plus de recherche de maisons avec jardin ou d'endroits un peu plus au calme, parce que si on a du télétravail, on peut se permettre d'être plus loin. Et quand on a la peur et le souvenir d'être resté confiné pendant 2 mois dans un 60 mètres carrés avec 3 gamins en plein centre de Paris, forcément, c'est un truc qui fait réfléchir et qui amène à prendre des décisions sur la suite de sa vie. Donc, ça, c'est pour l'aspect global, économie globale. Ensuite, je vais switcher du côté des banques. Alors, vaste sujet, les banques. Clairement, aujourd'hui, notamment en France, on sait que les banques, il y a un problème, elles sont trop exposées sur les marchés entre le niveau de liquidité et les effets de levier qu'elles ont, sur lesquels elles jouent actuellement. Typiquement, la Société Générale, c'est le même niveau que Lehman Brothers avant qu'ils fassent faillite. Et c'est pas la seule, quoi. Donc, là, il y a quand même un certain niveau de risque. Donc, trop exposé sur les marchés, sous-capitalisé. Et c'est pour ça que, bien sûr, on a les banques centrales qui font du rachat à foison. Alors là, il y a même aux États-Unis, ils se sont mis à racheter de la mauvaise dette, comme on dit, des junk bonds, si je me souviens bien. Et ça, c'est un truc global, hein. Les banques centrales, c'est pas juste en Europe, c'est pas juste aux States, hein. C'est un truc qu'on voit d'un point de vue global au niveau du monde. Le fait que la planche à billets s'est quand même mis à tourner vachement plus fort depuis dans le cadre de la crise qu'on est en train de vivre. Donc, l'aspect que ça se fasse d'un niveau global, on va dire qu'on a du coup, je dirais que le côté positif en quelque sorte, à mon sens, c'est qu'on a une dévaluation de l'ensemble des monnaies. Alors, certaines moins que d'autres, hein, on a forcément, on le voit, hein, moi je l'ai vu, je suis multi-devise, donc j'ai vu que l'euro, il a quand même pris cher. Alors, c'était déjà une tendance, hein, mais il a un peu pris cher, un peu plus pris cher que par exemple du franc suisse ou notamment le franc suisse. Donc, banque centrale, voilà. Quantitative easing. Alors là, il y a un côté aussi, les banques centrales risquent de faire faillite. Alors là-dessus, même chose, article. Et puis, une vidéo d'ailleurs que j'ai vue ce matin qui est sortie de Grand Angle qui parle justement du pourquoi les banques centrales ont moins de chances, en tout cas, de faire faillite parce qu'elles ont, et c'est Ray Dalio aussi qui en parle dans ses articles, hein, elles ont des leviers que les banques classiques n'ont pas. Je ne peux pas détailler la totalité, mais elles peuvent jouer d'un point de vue des règles, et on l'a vu aux États-Unis, hein, concrètement, ils ont triché en quelque sorte pour pouvoir faire des choses avec la banque centrale, avec mince, le nom de la banque centrale aux États-Unis m'échappe. La Fed, voilà. Ils n'avaient pas le droit normalement de faire certaines choses au niveau de la Fed. Et ils ont quand même réussi à le faire en trouvant des moyens de contourner en fin de compte les règles, quoi. Donc, bien sûr, ça a des conséquences, hein, les banques centrales qui rachètent à foison, notamment, comme je l'en parlais tout à l'heure, une augmentation des liquidités et la production de bulles.
puisque augmentation des liquidités, recherche de placements tangibles, etc. Et puis, quantitative easing, hop, forcément, voilà, ça c'est lié aussi. Ça a amené aussi à une remontée de la bourse ces derniers temps, après une chute brutale. Alors remontée ou voilà, on appelle ça comme on veut, ou alors survie. Mais en tout cas, voilà, ça a eu un effet effectivement sur les marchés. Alors, les banques, il y a un risque, il y a quand même un risque de faillite. Si faillite, ça veut dire derrière nationalisation, potentiellement. Alors, s'il y a faillite des banques, il ne faut pas croire aussi que parce qu'on a eu des prêts auprès des banques, nos prêts vont disparaître. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, la faillite des banques. Ça veut dire que les prêts en question, ils vont être rachetés derrière, soit par l'effet de nationalisation, soit par d'autres entités. Donc, nos prêts, on continuera à les payer. Il ne faut pas croire qu'on arrêtera de les payer. Les banques, conditions d'octroi au crédit immobilier renforcées, a priori. Mais ça c'est ce qui semblerait potentiellement logique. Mais comme on a encore une fois la plage levier qui tourne à foison, ça crée aussi un effet dilution de la responsabilité. Parce que si on peut octroyer des prêts et que de toute manière, on sait que la Banque centrale est là pour assurer et pour racheter même les mauvaises dettes, ça crée un espèce d'effet d'emballement sur les prêts aussi qui peuvent être octroyés où il n'y a plus vraiment de support, on ne supporte plus vraiment le risque derrière. Donc, ça, j'ai encore un peu du mal à comprendre toutes les conséquences que ça a derrière. Ray Dalio, encore une fois, en parle dans ses articles, mais je dois avouer que c'est encore un aspect où j'ai du mal à percevoir, et ça sera peut-être bien d'en discuter ensemble après, les conséquences que ça peut avoir derrière. Alors, un truc intéressant aussi, ça a commencé, je crois que c'est fin 2019, même chose, j'ai mis un article sur le sujet. Taux négatif sur les dépôts en Allemagne, hein, puisqu'on sait que la Deutsche Bank, c'est pas folichon, ça va pas super bien. Si vous regardez d'ailleurs la valorisation en bourse de la Deutsche Bank, on voit que c'est juste catastrophique au niveau de la baisse. Et puis tout le monde, c'est de notoriété publique c'est une banque zombie, quoi. Et puis, on a vu, alors bien sûr, c'est pour les placements, bien sûr, ça commence, ça se fait petit à petit, quoi. Mais les taux négatifs sur les dépôts en Allemagne. C'est-à-dire que ceux qui ont par exemple, c'est plus de 100 000 euros sur le compte, en fin de compte, il y a moins 0,5%. Donc, en fin de compte, votre épargne se fait croquer et vous rapporte, vous faites déjà, l'épargne se fait déjà croquer quand, en tout cas, l'argent que vous avez en banque se fait déjà croquer par l'inflation. Et là, en plus de ça, en plus de l'inflation, on a du taux négatif. On vous fait payer pour pouvoir garder votre argent. Donc ça, taux négatif, même chose, hein, recherche de placement tangible, parce que si le fait de garder notre argent à la banque, on en perd, on va essayer de le mettre ailleurs tout simplement. Et qui dit d'ailleurs, si on cherche à fuir le placement en banque, on retrouve un problème de sous-capitalisation, de problème de liquidité potentiellement au niveau des banques. Bon. Immobilier. Alors, immobilier, alors là, clairement, en ce moment, on a tout ce qui est Airbnb en grosse difficulté. Alors, il y avait une grosse croissance des Airbnb. Ça commençait à être un peu, d'ailleurs, engorgé d'un point de vue offre. En tout cas, à certains endroits, pas tout le temps, pas toujours, hein, bien entendu. Mais là, forcément, à mon sens, ça va amener à potentiellement des ventes forcées, des ventes aux enchères. Et puis là aussi des difficultés financières. Donc, qui dit difficulté financière veut dire des dettes non honorées. Et on continue dans le cercle négatif. Je voulais trouver l'inverse de vertueux, mais le mot me vient pas, mais vous me comprenez. Alors, baisse des prix. Alors, là-dessus, moi, tout de suite, je me suis dit, crise, forcément, baisse des prix derrière l'immobilier. Ok, alors à pondérer, justement par rapport à ce que disait ce monsieur. Je trouvais c'était un peu à contre-courant de ce que je pouvais entendre de manière générale. Donc, je trouvais ça intéressant.
alors, baisse des prix, concrètement, là, on va avoir des tas de commerces qui vont faire faillite. Donc, tout ce qui est effectivement immobilier, pro dans le style commerce. Et puis, de toute manière, comme on le voit, on va avoir une augmentation de la vente en ligne. Donc, tout ce qui est commerce en ligne va garder un niveau plus haut qu'avant la crise coronavirus. Et donc, qui dit des commerces qui ferment, veut dire plus d'offres, veut dire baisse des prix sur les fonds de commerce ou sur tout simplement la location de locaux commerciaux d'une manière générale. Par contre, augmentation immobilier de stockage, alors là, ça fait partie des opportunités possibles, puisqu'on a tout un pan de l'immobilier qui est sur le stockage et lié en fin de compte aux entrepôts. Là-dessus, il y a un truc qu'il faut que j'aille creuser sur des produits financiers qui permettent d'investir spécifiquement dans ce type d'immobilier, qui est donc l'immobilier de stockage, qui est directement lié au e-commerce. Plus, alors le résidentiel, pourquoi par rapport à déjà épargne forcée des ménages, ce que je disais tout à l'heure, avec potentiellement la possibilité là, de faire de l'achat. Donc, peut-être une ruée en post-Covid sur le fait sur le fait d'acheter une résidence principale avant que les conditions, parce qu'on a peur que les conditions d'octroi des crédits immobiliers soient renforcées. Et pour aussi mettre son argent dans du tangible, dans ce qui en France un placement dit non risqué. Mais Alex le dit très bien là-dessus, c'est juste une vue de l'esprit et c'est pas totalement vrai. Donc potentiellement les maisons avec jardin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, augmentation du télétravail, de la flexibilité, etc. Donc voilà sur le côté immobilier. Alors je vais reprendre un peu de hauteur. Donc là, on a parlé aspect entreprise, banque, économie globale, immobilier, bourse. Alors, on a eu une forte baisse. Moi, je lui avais fait un premier positionnement. Je sais qu'Alex aussi, il le dit, à la fois dans ses formations et dans les vidéos qu'il publie. Je crois que tu as fait tu t'es positionné à 1/5, il me semble, Alex. Moi, j'avais fait une première entrée quand je pensais que c'était en fait conjoncturel, que je prenais pas vraiment le truc du coronavirus au sérieux, très franchement, où je pensais que c'était encore une fois le coup de la pandémie pour faire peur à tout le monde. Et puis, effectivement, ça s'est transformé dans un truc qui est un peu plus que conjoncturel pour le coup. Donc, pour ma part, je ne suis pas rentré, mais j'attends de voir. De toute façon, d'une manière générale, j'ai tout mis en stand-by au niveau de mes investissements. Là, il y a une remontée. Alors, comme on le voyait, effectivement, quantitative easing, injection de monnaie, donc remontée des marchés, ça supporte le truc. Est-ce que c'est justifié? C'est vraiment compliqué de le savoir parce que comme le dit là aussi Ray Dalio dans ses articles, quand on a une dévaluation de la monnaie, ça entraîne aussi une augmentation des marchés parce qu'au final, ça coûte plus cher aussi. Donc là, on a eu une remontée. Moi, à mon sens, comme on n'a pas encore touché vraiment les conséquences de la crise, ça, c'est des trucs qui vont venir dans les mois à venir. On va voir les effets dans les mois, les années en fin de compte à venir. Voilà, pour ma part, je ne me positionne pas encore dessus. J'attends encore de voir venir. Là, on a une remontée aussi parce qu'il y a eu beaucoup de particuliers, de débutants. Alors, je vous ai mis un lien vers un article. On avait eu un record de demandes d'ouverture de compte sur des Giro, les plateformes comme ça, avec carrément des listes d'attente. Donc, est-ce qu'on va avoir une baisse à venir? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne bouge pas. Après, est-ce que suite à ça, du fait de l'augmentation de liquidité, et une fois que les choses se seront un peu stabilisées, on repartira sur un rallye haussier? Certainement aussi. À voir. À voir. En tout cas, c'est d'où les points d'interrogation à étudier, à réfléchir. Alors, dans les risques, on en a déjà parlé. Alors, là, il y en a qui parlent d'inflation, il y en a qui parlent de déflation. Alors, pourquoi déflation? Pourquoi déflation? Parce que
eh ben, on a une baisse des possibilités financières. Donc derrière, les gens qui veulent continuer à vendre leurs produits, ben, ils doivent baisser leur prix. Qui plus est, déflation, pourquoi? Parce qu'on a aussi plus de chômage. Qui dit plus de chômage, ben oui, voilà, ça dit diminution des possibilités financières. Déflation aussi parce que bon, ben, le pétrole, effondrement des prix. Et alors là, c'est lié. J'essaie de retrouver mes petits aussi par rapport à tout ce que j'ai mis en liaison. Et puis aussi diminution de toute manière de la demande. Donc, même chose, obligé de potentiellement diminuer ses prix pour pouvoir rester plus compétitif. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce qu'il y a beaucoup plus au final de flèches qui vont vers inflation qui vont vers déflation. Pourquoi inflation? Ben, parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a plusieurs trucs qui vont dans le sens d'une dévaluation de la monnaie. Et puis aussi dans un aspect, perte de confiance dans la monnaie. Je pense que là, on vit un truc où voilà, on a les États qui disent oui, il faut augmenter les impôts, oui, il faut faire des politiques d'austérité. Ah, on n'a pas d'argent magique. La Grèce avec sa politique d'austérité. Et puis, quand on a un truc comme ça, pour sauver effectivement les marchés, pour soutenir l'économie, on fait tourner la planche à billets à foison. Et ça, fatalement, les gens ils vont se demander, mais ok, alors pourquoi on ne le fait pas pour l'écologie? Pourquoi on le fait pas pour effectivement les hôpitaux? Pourquoi on ne le fait pas pour juste nous donner de l'argent parce qu'on veut de l'argent? Il y a un côté où du coup on se dit, mais ok, la monnaie, qu'est-ce que ça vaut? Donc ça va vraiment être intéressant d'un point de vue société de voir ce que ça va donner dans le futur. Après, il risque deuxième, troisième vague. Bon, effectivement, il y a une espèce de stabilisation là. Après, ça reste présent, hein. Il y a eu la même chose avec la grippe espagnole, la grippe russe aussi avant ça. Donc, possibilité qu'on voit des reconfinements ou pas. Donc, ça, c'est voilà, c'est en être conscient. On n'en sait rien, encore une fois, mais il faut le garder à l'esprit comme risque possible. Et puis, encore une fois, essayer du coup, de se positionner et de prévoir les choses par rapport à ça. Alors, gouvernement. On a une augmentation de la dette. Là, on le voit, hein. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème? Vaste sujet. Quand on voit, par exemple, le Japon, je crois qu'ils sont endettés au niveau du PIB, je ne veux pas trop dire de conneries, mais je crois que c'est dans les 150-160%, peut-être même encore plus élevé. Mais en tout cas, eux, ils sont encore plus avancés dans leur niveau d'endettement que ce que nous, on peut être en France. Et bon, ça continue de tourner hein, pour le moment. Par contre, c'est une grosse tradition chez nous hein, en France. On a un poids des impôts, des prélèvements qui est assez élevé. Et je pense que ça va donner d'autant plus de raisons d'augmenter les impôts et d'augmenter la pression fiscale. Alors là-dessus, hein, qui c'est qui va payer? Comme d'habitude, hein, ça va être, à mon sens, les classes moyennes. Hein, les plus riches, eux, ils trouvent toujours des moyens parce qu'ils ont l'éducation financière et qu'ils ont les moyens de s'entourer de gens pour les conseiller et de trouver les moyens de payer moins d'impôts parce qu'il y a toujours des moyens pour ça. Passage en force des réformes, là aussi, hein, c'est à la fois. Alors là, je crois qu'ils ont mis en stand-by justement les réformes pour éviter de la grogne populaire par rapport à ça. Mais en post-Covid, ils ont commencé à préparer en disant il va falloir faire des efforts, ça va être difficile, patati patata. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis, je pense que. Alors, ça, c'était un truc qu'on avait vu en post-grippe espagnole. Alors là, le truc, c'est que ça va dépendre un peu de la gravité aussi de la crise du coronavirus au niveau sanitaire. Parce que là, au final, on peut se dire, si on compare, même chose, grippe espagnole, coronavirus, d'un point de vue nombre de morts, on est quand même très loin, quoi. On n'est pas du tout au même niveau. Après, il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité des médias à nous faire flipper. Donc, je dirais que c'est plus la crainte de la chose que potentiellement vraiment le nombre de morts.
qui va être important de regarder, quoi. Donc, néanmoins, on a quand même, au final, on peut se poser la question aujourd'hui, alors à voir si on a une deuxième ou troisième vague, parce qu'encore une fois, la grippe espagnole, la grippe russe, là où ça a vraiment piqué, c'est la deuxième vague. Euh, à voir de ce côté-là les effets que ça va avoir sur si on aura une augmentation des moyens de santé. Est-ce que ça va amener le niveau de gravité de ce qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire et la peur que ça va provoquer aura des conséquences plus ou moins grandes sur les moyens qu'on va mettre dans la santé et aussi les changements de nos habitudes de vie. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra continuer, à mon sens, à surveiller. Alors là, on en vient à la partie société. Donc, alors grogne populaire pour des tas de raisons, hein, forcément, quand il y a des gens qui perdent de l'argent, qui se retrouvent au chômage, qu'il y a eu toutes les histoires, il n'y a pas assez de masques, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait, ils nous ont menti. Et puis en France, on est fan de ça, hein, faut dire les choses, hein, on est quand même un peuple de rollers, hein, il faut pas se leurrer. Donc grogne populaire, manifestation, les classiques. D'autant plus s'il y a des passages en force de réforme, augmentation des impôts, etc. Donc ça, à voir. Après, j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure du temps, on s'est habitué à ce côté. Ouais, il y a des gens qui manifestent. Ouais, il y a des gens qui cassent tout. Est-ce que jusqu'où ça ira, je sais pas trop. Franchement, j'ai un peu le sentiment que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus des épiphénomènes d'une minorité que la masse reste un peu endormie, hein, un peu endormie par aussi tout ce qui vient bouffer notre attention, tout ce qui vient nous nourrir en dopamine, les réseaux sociaux, les Netflix, les Amazon Prime, tous ces trucs. Bon, voilà, c'est peut-être une vision un peu, un peu noire des choses, mais bon, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Retraités, les retraités, parce que eux, les retraités, si on a une inflation, une dévaluation de la monnaie, déjà qu'ils râlaient, qu'ils n'étaient pas contents, à mon sens, les niveaux de valorisation de leur retraite, surtout si on a une augmentation du chômage et qu'on a une contraction de l'économie, il ne va pas suivre le niveau de l'inflation. Donc, ils vont avoir aussi une perte de pouvoir d'achat, ça va piquer de leur côté. Peut-être que tout ce qui s'est passé, le fait d'être resté confiné, d'avoir du temps, de devoir être coincé avec ses enfants, sa famille, sa femme, potentiellement des parents, des proches, etc. Bon, on va voir, ça va être intéressant de voir ce que ça va amener en termes de changement et peut-être de certaines prises de conscience. Alors, on le voit, hein, notamment sur l'aspect infopreneur, sur l'aspect de gens qui, on a toute une vague là, de gens qui se remettent en question. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est juste une phase et puis ça va retomber? Et puis le fait de retrouver la facilité de la vie quotidienne va faire retomber tout ça comme un soufflet, on verra bien. Néanmoins, je pense qu'il y aura quand même une certaine proportion de personnes où ça va amener des changements de vie. Et puis, des divorces, hein. Concrètement, on a vu une augmentation en Chine. Je ne vois pas pourquoi on échapperait à la chose aussi en France ou un peu partout dans le monde où il y a eu du confinement comme ça. Divorce, et qui dit divorce, pareil, hop, dit des ventes au niveau immobilier, des affaires à faire et potentiellement aussi, alors ça c'est qui dit divorce dit aussi des achats derrière. Donc, est-ce que ça va s'équilibrer? À voir. Augmentation du télétravail. Alors ça, c'est un truc, clairement, moi, dans tout ce que j'entends au niveau client, c'est que c'est un truc qui va rester à minima partiellement, en fait, parce qu'au final, ils voient que ça se fait, que ça fonctionne, au moins en partie. Alors, bien sûr, ça amène d'autres questions et même chose, des changements d'habitude de vie. Mais on va y revenir là-dessus. Augmentation du nombre de freelance. Alors pourquoi? Parce que déjà du côté des boîtes, il y a déjà parce qu'il y a des gens qui se retrouvent au chômage, donc ils se disent ok, c'est peut-être l'occasion de me mettre en auto-entrepreneur ou en free.
Et aussi parce que les boîtes, alors ça, voilà, ont un besoin de flexibilité qui va augmenter. Et ça, moi, c'est un truc que j'avais vu post-2008, où j'avais déjà ma plus vieille boîte et on avait concrètement plus de taf, tout simplement parce que on était petits, qu'on avait de la flexibilité et qu'on pouvait bosser en sous-traitance de grosses agences de com, de grosses SS2I qui préféraient faire appel à nous plutôt que d'embaucher parce que c'était un risque par rapport à l'avenir. Et je pense que là, on aura une augmentation aussi du nombre de freelances. Donc, prise de conscience de l'importance du système de santé. Alors ça, comme je disais, voilà, augmentation des moyens de santé, ça dépend du niveau de gravité de la crise, hein. Là, on a encensé, je trouve ça un peu hypocrite, mais on a encensé les personnels de santé. Ah, bravo, c'est bien, etc. On leur tape dans le dos, merci. Est-ce que ça va durer? Je n'ai pas assez confiance dans la nature humaine pour dire oui, mais on verra, puisque, encore une fois, le post-grippe espagnole, il y a eu quand même des changements. C'est ce qui avait amené à l'OMS, ce qui a amené à la création des ministères de santé. Donc, ça va dépendre directement du niveau de gravité de la crise, en fin de compte, de ce que l'on va faire derrière ça, à la fois du nombre de morts et de la peur que l'on va avoir par rapport au fait que ça pourrait se reproduire. Et rien que sur l'aspect conséquences économiques, il y aura quand même des choses qui certainement vont être faites pour éviter de nouveau avoir un effet lockdown. J'ai le mot qui ne me vient pas en français, mais vous me comprenez. Confinement, voilà. Et des conséquences par rapport à ça. Et puis, bon, bah, renforcement durable des mesures d'hygiène. Alors, c'est rigolo parce que même chose au Japon, vous savez, ils ont tendance à porter des masques. Et ça, a priori, ça serait corrélé avec notamment la grippe espagnole. C'est un truc qui est une pratique qui découlerait de ce qui s'était passé à l'époque. Donc, est-ce qu'on va voir des choses dans le même genre dans nos sociétés à nous? On verra, ça va être intéressant. Si tu es encore Alors, là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. on Merci. en vient. Je crois qu'on a fait, hop, on a fait le gros des bulles, on va dire. Voilà. Hop. Alors l'euro. L'euro, pourquoi j'en parle là? Parce que, enfin, moi je suis assez sceptique hein, sur l'avenir de l'euro. Je crois que Alexandre partage mon point de vue là-dessus. Pour moi, il y a une crise de sens et politique en Europe. Là aussi, on le voit, il y a pas mal de gens qui disent où est passé le, le- le- le support européen, on ne nous a pas aidés. Du côté de l'Italie, on parle de l'Italie Lixit. Alors, bon, bah, forcément, le fait qu'il y ait eu Brexit, ça, c'était déjà, ça mettait le doute. Ça mettait des premières pierres dans ce sens. Donc, enfin, pour ma part, je ne crois pas en l'avenir de l'euro à moyen long terme, quoi. Donc, bon, mais ça n'engage que moi. Euh, Retour, alors si on a l'euro qui pète, alors encore une fois, hein, là, l'objectif, c'était d'avoir une vision long terme. Et c'est ce qui différencie les gens qui ont des progressions, ont des réussites, à mon sens, importantes dans leur vie, c'est qu'ils ont des visions long terme, qui se concentrent pas juste sur l'année à venir ou pour beaucoup de gens sur les 3 mois ou 6 mois à venir, quoi. Donc, bon, ben, retour aux monnaies nationales, hein, ça veut dire perte de valeur. Bon, voilà, à garder en tête. Mais s'il y a aussi sortie d'Italie, en tout cas, le fait qu'il y ait l'euro qui casse, qui pète, potentiellement, c'est aussi voilà, risque d'inflation. Donc, alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de protection? Alors là-dessus, on en est plusieurs à l'avoir prise. C'est la formation d'Alex. Moi, je suis en module 3, je ne l'ai pas encore terminé. Néanmoins, je compte bien la finir, puisqu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes dedans. Et donc, bon, bah, en protection, à mon sens, l'or, qui est vu comme une valeur refuge et qui était déjà parti sur une tendance haussière depuis juin 2019, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien d'un point de vue déjà analyse technique. Et on l'a vu là dernièrement, on a eu une augmentation du prix de l'or. Et ça va être à mon sens aussi nourri par voilà,
le fait qu'on ait des liquidités, la recherche de placements tangibles, le fait que l'inflation, c'est aussi une protection à l'inflation et à la déflation. Donc, pour ma part, voilà, de l'or. Alors que ce soit, alors, je ne vais pas détailler tous les moyens d'investir dans l'or, sinon il est déjà 13h15, ça va être trop long. Alors, crypto, après, on y croit, on n'y croit pas. Pour ma part, c'est un truc dans lequel je crois, l'avenir des cryptos, surtout que ça a été aussi, si on parle du Bitcoin, ça a été justement créé en réponse à la perte de confiance qu'il peut y avoir dans le système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui, avec ce côté planche à billets des banques centrales où on peut se demander, OK, quelle est la vraie valeur de la monnaie? Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que Alex d'ailleurs dit dans sa formation, c'est qu'effectivement, toutes les devises tendent vers zéro à la fin. Et au final, et même chose par rapport à l'or, c'est on ne va pas forcément gagner de l'argent. En fait, on va éviter d'en perdre, tout simplement, quoi. Donc, si on voit la valeur de notre or qui augmente, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus riche. Ça veut dire qu'on est, ça veut dire qu'on a pas perdu, en tout cas sur cette partie-là, quoi. Voilà. Le multi-devise, moi, c'est un truc que je fais déjà depuis un moment, hein, tout simplement, de se positionner sur plusieurs devises. Et là, c'est lié aussi à l'euro. J'aurais pu mettre une liaison par rapport à ça. De t'avoir, à mon sens, tous ces sous en euros aujourd'hui, je trouve que c'est un risque quand il est aussi facile aujourd'hui de faire du multi-devise. Je trouve que c'est dommage, quoi. Multibanque aussi, bien entendu. Alors, voilà, française, allemande, anglaise, on a les néobanques aujourd'hui. Il y a plein de solutions. Et Alex en parle là-dessus dans sa formation aussi sur l'ouverture de compte. Si je me souviens bien, je crois que c'est toi, Alex, qui en parle de l'ouverture de compte en Suisse pour faire aussi du multi-devise. Et puis, en fin de compte, c'est un moyen d'avoir du compte offshore. Alors, offshore, ça ne veut pas forcément dire dans les îles Caïmans, etc. Hein, c'est tout simplement d'avoir des comptes à l'étranger. C'est déjà du offshore d'avoir un compte Revolut ou un compte le nom m'échappe. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Alors, les secteurs solides, a priori, les secteurs solides dans les périodes de crise, potentiellement la santé. Les produits numériques, hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, augmentation du télétravail, digitalisation, e-commerce, voilà, clairement, et ça a été boosté par la crise Covid. Tout ce qui est bien de première nécessité, eau, lait, électricité, et ça dans tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est des choses dont on a toujours besoin. Donc, ça peut être aussi des moyens de venir se réfugier, alors que ce soit par le biais d'actions, par exemple. Internet, alors même chose, hein, du fait des produits numériques, je dirais qu'au final, c'est assez lié. Je le mets là, ça sera peut-être mieux. Puis les actions d'entreprises dites solides, comme potentiellement Air Liquide, Apple, des boîtes qui ont les reins ultra solides avec beaucoup de liquidités, de la diversification d'un point de vue source de marché, d'un point de vue marché là où ils peuvent vendre en fin de compte leurs produits, là où ils sont positionnés d'un point de vue aussi fournisseur et production. Alors, typiquement, Apple, ils sont un peu plus exposés par rapport à ça. Mais voilà, tout ça pour dire action d'entreprise solide pour chercher à se protéger. Diversification aussi des sources de revenus. Hein, pour ma part, plusieurs le savent, hein, j'ai effectivement plusieurs sources de revenus. Je ne suis pas dépendant d'une seule activité. Et à mon sens, quand on est entrepreneur, ça, c'est important parce que le fait de l'optimisation amène aussi une diminution du niveau de résilience. Forcément, si c'est ultra optimisé, il suffit qu'il y ait un grain de sable dans le rouage de cette optimisation et on aura une diminution une diminution des revenus de cette source de revenus et si on n'a pas de réserve derrière, ça peut vraiment être problématique. Obligation, alors là-dessus, même chose, hein, je vous renvoie vers Alex a fait une vidéo notamment dernièrement où il en parlait, plus aussi sa formation, alors qui a fermé ses portes récemment, mais vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, j'ai mis le lien ici pour pouvoir être averti quand elle réouvre ses portes.
Et enfin, on arrive aux opportunités. Alors bon, là, à la base, c'était un travail personnel, hein. C'est pour ça que moi, j'ai mis en face des noms de mes sociétés par rapport à ce qui me semblait être en adéquation des opportunités à venir. Bon, ben, besoin de ressources sur le numérique, hein. Je pense que déjà, on avait le vent en poupe, le secteur du numérique, les ressources dans le numérique. Il y en a plusieurs au sein de notre communauté parce qu'elle est orientée là-dessus, hein, qui sont dans les nouvelles technologies, le numérique en général. Et je pense que pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, ben, ça, c'est quelque chose qui va continuer alors, soit être porteur, soit en tout cas moins être impacté que le reste de l'économie. Produits en ligne, hein, ça aussi, je l'ai évoqué ici au niveau des secteurs solides, donc la création de produits en ligne. Donc moi, c'est un truc que je fais déjà via ma boîte Meilleurance et sur lequel on travaille au niveau de ma boîte Arcris, puisque jusqu'à maintenant, on est surtout en termes de prestation de services et puis on est en train de créer des produits en ligne à vendre. Hausse du nombre de freelance. Alors là, hausse du nombre de freelance, ça, tous les outils en ligne associés. Et puis là-dessus, il va y avoir un besoin d'accompagnement parce que ces gens-là, c'est se mettre en free. Il y a des tas de choses qu'on découvre. Il y a plein de problématiques auxquelles on se retrouve confronté, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau administratif. Pour trouver des clients, pour apprendre à se vendre, pour pouvoir comprendre comment il faut juste viser, définir ses tarifs, se différencier de la concurrence. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire. Et sur l'aspect, d'ailleurs, formation, je pense en ligne, et ça d'ailleurs rejoint, je vais mettre une petite liaison, tac, produit en ligne. Là-dessus, sur tout ce qui est produit en ligne, offre de formation en ligne, il va y avoir clairement du besoin. Et là, pour ma part, hein, c'est du côté du Youmento, un des objectifs, c'est de créer une communauté et puis de promouvoir les statuts d'entrepreneur, d'indépendant, de freelance. Et quand on a besoin d'être entouré, d'être accompagné, je pense qu'on répond complètement à ce besoin. Achat d'actions, alors là-dessus, hein, on en parlait aussi un peu au niveau des secteurs qui seraient solides. Mais pour le moment, wait and see, en tout cas à mon sens. Domaine de la santé et de l'hygiène, alors là-dessus au niveau des startups. Alors tout dépend là-dessus, encore une fois, du niveau d'impact de niveau sanitaire de la crise à vérifier. Après, il y a aussi plein de parties où il va y avoir un effet destruction de la capacité de l'offre parce que voilà, le tourisme, le transport aérien, ferroviaire, tout ce qui est transport de manière générale, restaurant, industrie du tourisme, des parcs de loisirs, cinéma, etc. On a une destruction de la capacité de l'offre avec les faillites. Mais à un moment donné, en post-confinement, post-Covid, etc., on va avoir une reprise forte de la demande. Et là, les plus gros qui auront réussi à survivre et à racheter les autres, ils vont devenir beaucoup plus puissants. Donc, on a un effet là, on a une baisse brutale qui va créer une destruction un nombre de faillites qui va être vraiment important, une destruction au final de l'offre. Mais une fois que ça sera passé, on va de nouveau avoir une demande qui sera toujours là. Alors, pour les commerces, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, on va quand même avoir un niveau plus élevé de tout ce qui est vente en ligne. Par contre, il y a des tas de secteurs comme peut-être le cinéma, l'industrie du spectacle, le secteur aérien, etc. On va avoir un renforcement de certaines boîtes qui sont suffisamment solides pour aller bouffer les autres et qui vont en sortir, à la sortie, pouvoir davantage imposer leur prix et qui seront plus dans une situation soit oligopolistique, soit monopolistique. Donc là-dessus, de la capacité de trouver en fin de compte ceux qui vont en ressortir plus fort, c'est peut-être sur ce genre de boîte sur lesquelles il faut se positionner au niveau notamment par exemple action. Alors là, je pose la question notamment sur le secteur aérien, hein, puisque clairement, on va avoir une restructuration forte. Aujourd'hui, on a une économie du secteur aérien où il y a une concurrence ultra forte avec des marges ultra faibles. Mais si à un moment donné, on a une destruction de l'offre avec des rachats massifs, la constitution de géants, ils auront plus de capacité à la sortie d'imposer leurs tarifs et leurs conditions qu'avant tout ça.
Private equity, j'en parlais tout à l'heure, hein, que ce soit voilà, business angel, fintech, à la fois parce qu'on a moins de concurrence, parce que du coup, les mêmes startups, elles ont leur niveau de valorisation qui va être revu à la baisse du fait des perspectives économiques et de l'incertitude à venir. Et bon, ben, pour ma part, je continue plutôt à me positionner sur de la fintech. Alors, je l'ai mis en stand-by encore une fois aujourd'hui, mais je pense dans un mois, 2 mois, je vais reprendre les investissements. Et puis, opportunité sur les entreprises déjà diversifiées géographiquement, puisque on le voit là, ça remet en question l'aspect optimisation de l'économie d'un point de vue global, avec eh ben, les boîtes qui sont concentrées en termes de fourniture sur certains pays. Quand les pays en question, et là on parle bien sûr notamment de la Chine, quand ce pays-là se ferme, ben, ça pose tout de suite un problème en termes de fournisseurs. Qui dit problème en termes de fournisseurs, l'incapacité de pouvoir offrir les produits qu'on peut offrir à la demande et donc bah, forcément une baisse des recettes, baisse de la rentabilité, etc. Donc là-dessus, même si niveau sanitaire, ok, c'est peut-être pas si grave que ça, là on a quand même un effet direct du confinement et de la fermeture de frontières et de la diminution des échanges mondiaux, et ça va amener à des entreprises à dire ok, bah, ça il faut qu'on l'anticipe et qu'on se diversifie d'un point de vue géographique et production de nos produits. Donc là, les entreprises qui sont potentiellement déjà diversifiées à ce niveau-là, je crois qu'il y a notamment par exemple Goodyear, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est Goodyear notamment qui est par exemple déjà diversifié d'un point de vue production. Et ben, il y a peut-être un truc à se positionner là-dessus parce qu'elles seront avantagées d'un point de vue concurrence. Voilà, on est arrivé au bout. 13h24, 1h30 quasiment du coup d'explication. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est que vous puissiez réagir par rapport à tout ça. Je vais couper le partage pour le moment. Je réactiverai s'il y a besoin. Hop. Ça va? Ouais, super. Franchement, c'était super complet. C'était massif, je dirais même. Donc, franchement, gros boulot. T'as mis combien de temps à constituer tout ça à peu près Je ne peux pas le compter. C'est Ouais. des heures et des heures. Je ne peux pas le compter. D'articles, de lectures, de bouquins, de Ouais, c'est vidéos. impressionnant. Voilà. Donc, ce n'est pas, je ne peux pas le quantifier. Je me doute que ça doit être assez énorme, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis assez néophyte, on va dire, dans tout ce qui est investissement de base, tout ce qui est système même financier, etc. hein. J'ai commencé à me rencarder depuis que je suis dans la communauté Umento, donc ça fait pas si longtemps que ça non plus. Mais du coup, c'est bien parce que ça me donne plein de billes sur quoi me renseigner. Et je voulais faire un petit retour justement sur pas mal de petits trucs. J'essaie de me souvenir par rapport moi à l'immobilier. Là, rien que en 2 semaines, j'ai appris que j'avais 5 personnes dans mon entourage proche qui cherchaient à acheter de l'immobilier en ce moment. Donc ça rentre complètement en corrélation avec ce que tu disais. Donc eux, c'est des projets peut-être différents que le fait qu'il y a peut-être des bonnes occasions, qui veulent sortir de leur appartement pour trouver des jardins et tout. Mais voilà, je trouve que ça donne quand même une belle tendance parce que ça reste des gens qui sont proches. J'en ai pas 3000 non plus autour de moi, donc ça fait quand même un beau petit pourcentage au final. C'est intéressant. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu en parlais, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah tiens, il faut que je lui dise ça, ça va l'intéresser, je pense. Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. Et Moi, après, il faut que je retrouve. Vas-y, je t'en prie, ouais, parce que je vais retrouver ce que je voulais dire pour le reste. Je vais Christophe? farfouiller. non, mais moi, je voulais rebondir. Enfin, déjà, merci Cédric pour la qualité de ta présentation et du travail que tu as fait. C'est vraiment très intéressant. Et je rebondis sur ce que disait Thomas. Est-ce que là, les banques centrales n'ont pas peut-être à terme augmenté les taux d'intérêt pour qu'on puisse inciter les gens à consommer davantage? Et si on augmente les taux d'intérêt justement par rapport à l'immobilier, est-ce que ça n'a pas freiné? Voilà, est-ce que c'est à très court terme que ça peut se faire? Et est-ce que tu ne penses pas qu'on va avoir les taux d'intérêt vont pas augmenter justement? Ou est-ce que tu as lu des trucs ou est-ce que tu sais un petit peu comment ça peut se comporter par rapport à tout ça? Alors, le problème par rapport aux taux d'intérêt, c'est que s'ils les augmentent du côté des États, ça va faire grise mine, quoi. Donc, je ne vois pas
comment là, ils pourraient augmenter les taux d'intérêt parce que vraiment, compte tenu du niveau de dette globale, moi, ça me semble pas possible. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un durcissement des conditions d'accès au crédit du côté des banques. C'est peut-être cet aspect-là où il y aura à craindre, quoi. Peut-être Alex aura un avis sur le sujet. Ben, ça dépend en fait de quel taux d'intérêt. Si on parle uniquement des taux d'intérêt des banques, pour les particuliers, elles vont les rehausser si le risque il augmente. Si elles jugent que les personnes seront moins aptes à être capables de rembourser leur prêt. Mais comme tu l'as dit, tu as toujours la banque centrale derrière qui réduit ce risque. Donc non, sur le court terme, il ne peut pas y avoir de hausse du taux, sauf s'il y a une explosion de l'inflation. Parce que le rôle de la banque centrale, c'est quand même à la base de maintenir une inflation aux alentours des 2%. Donc si l'inflation explose, la banque centrale sera obligée de faire ce pourquoi elle a été créée, ça veut dire maintenir à peu près la stabilité au niveau des prix, mais elle le fera au détriment des États qui pourront plus permettre de rembourser leurs prêts. Donc ça, à mon sens, c'est le plus plausible, mais bon, avant qu'on ait vraiment une explosion de l'inflation, je pense qu'on a encore un peu de temps. Il faudrait vraiment que l'argent circule beaucoup plus dans l'économie réelle. Et comme tu l'as dit, pour l'instant, il n'est pas du tout. Et tant qu'on n'envoie pas directement de l'argent massivement aux gens, je ne vois pas comment est-ce que les prix pourraient beaucoup augmenter. Par contre, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu d'inflation, effectivement, par rapport au point que tu as évoqué précédemment. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de chances d'avoir de l'inflation que de la déflation. Parce que les entreprises vont se retrouver en difficulté pour garder le niveau de productivité tant qu'il y a des restrictions sanitaires. Et si en plus on leur dit il faut que vous rapatriez les productions en France, eh ben on sait très bien que effectivement le coût va être supérieur. Donc pour qu'une entreprise reste rentable, il n'y aura pas 10 000 solutions. C'est soit elle va augmenter les prix, soit au final elle ne changera pas le système actuel. Donc ça se trouve aussi, les boîtes ne vont rien changer. Au contraire, elles vont encore plus se développer en Chine et au final, tu citais notamment Apple. Je ne suis pas sûr que Apple il bouge sa production, tu vois. Il n'a pas eu de mal à sortir ses nouveaux iPhones, là, ses iPhone SE, il a sorti ses nouveaux MacBooks, etc., sans aucun problème. Donc au final, ça se trouve, ils ne vont pas vraiment changer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de belles paroles, mais qu'au final, la Chine a quand même bien redémarré et elle redémarre souvent plus fort que les autres pays. Donc, voilà, à voir. Ok, merci pour cette précision. Ouais, sur l'aspect, effectivement. Alors, Apple, il me semble qu'ils n'ont pas publié leurs chiffres du premier trimestre 2020. Ils les ont gardés pour eux, je crois. Hein. Ouais. Donc, du coup, voilà, on ne sait pas. On verra. Il suffit après tu regardes l'action, tu te rends bien compte que Ah oui, ouais, oui. Apple se porte quand même plutôt bien. Je crois qu'ils ont combien? C'est 300 milliards de dollars en réserve? Je crois. Hein. Ouais, bon, je n'ai pas le chiffre, mais oui, ils ont beaucoup de cash qu'ils ont pu rapatrier, en plus chez eux grâce aux avantages fiscaux en fait, de Trump. Oui, non, Apple, ils sont pas ils sont pas dans le mal, tu vois, ils sont quasiment sur leur plus haut, tu vois. Donc, Ouais. ça veut dire que les prévisions dans le futur sont pas très très mauvaises pour Apple, quoi. Ah oui, clairement. Enfin, en tout cas, je suis d'accord là-dessus. Déjà parce qu'ils touchent directement au digital avec des produits qui sont quand même fiables pour pouvoir faire du travail à distance, etc. Tout l'aspect, nous on le voit avec Meillorance, Benoît, hein, les 30% qu'ils prennent pour, pour, pour tout ce qui est vendu via les applications, c'est juste démentiel, quoi. 30%, quoi. Ils ont juste. On devrait participé à leur SO. Ouais.
J'ai ma compagne qui a travaillé chez Apple et il l'avait briefé au début quand elle était rentrée. Il leur avait donc dit qu'ils pouvaient tous les payer, donc tous les salariés du monde d'Apple, ils pouvaient les payer pendant 20 ans sans rentrer un seul centime dans leur poche. Ouais, tu m'étonnes. Délire. En fait, C'est c'est simple. improbable. Le revenu moyen par employé à Apple, en tout cas l'an dernier, était d'à peu près un demi-million de dollars. Pardon, le bénéfice, pas le revenu. Le Oui, bénéfice. Voilà. Ouais. C'est énormissime. Justement, ça en revient sur un des points que tu mettais sur les entreprises que je trouvais important en fait de mettre. C'est-à-dire que les entreprises les plus résilientes ne sont pas forcément celles qui vont avoir des frais qui sont faibles, celles qui vont dégager en fait le plus de marge. On prend justement celles qui sont actuellement en difficulté, c'est celles qui ont les marges les plus faibles. Tu prends les compagnies aériennes, leurs marges elles sont ridicules. Le tourisme en général, les marges ne sont pas élevées, les restaurants c'est pareil, etc. Parce qu'ils ont beaucoup de dépenses. Et au final, en fait, c'est des entreprises et des secteurs qu'on dit souvent très cycliques parce qu'ils ne peuvent pas mettre du cash de côté. Parce que les marges ne sont pas très importantes. Tu prends toutes les boîtes qui ont des grosses marges, elles n'ont aucun problème. Tu prends les boîtes du luxe, etc. Elles ont des quantités de cash astronomiques. Et c'est elles qui sont en fait les plus résilientes, quoi. Donc, malheureusement, il y a des secteurs par rapport à la concurrence, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des grosses marges. Et pour le coup, les boîtes qui arrivent quand même à le faire, elles, pour le coup, on peut miser dessus fortement. Mais bon, en général, elles coûtent très très cher. Parce que justement, les gens, ça, ils le savent quand même, quoi. Mais je pense que c'est un point important à ajouter. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Tu as raison, tu as complètement raison. Il y a effectivement, c'est pas forcément celles qui ont les frais fixes les moins élevés, c'est celles alors, c'est un peu ce que j'ai essayé ce que j'avais plus ou moins en tête en fait, mais c'est beaucoup mieux dit là. Clairement, c'est celles au final qui génèrent le plus de cash, qui du coup ont le plus de cash is king, hein. Le classique. Voilà. Ok, je vais rajouter, merci. Pareil, moi je voulais rebondir aussi, alors bon, ça sort un peu du sujet, mais pas tant que ça, sur la grogne populaire que pour toi, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se développer. J'ai un avis en fait plutôt contraire parce que on observe quand même depuis, enfin pour moi depuis 30 ans maintenant, pour certains d'entre vous depuis un peu plus longtemps, que les manifestations, j'ai l'impression qu'elles prennent toujours de plus en plus d'ampleur. Elles sont toujours plus grosses, toujours plus violentes, toujours plus massives. Et je me dis qu'en fait, les pans de population se réveillent en fait progressivement. Ça part pas tout d'un coup. Et je me dis que peut-être en fait, au fil du temps, il y aura un épuisement en fait général de tous les pans de la population qui fera que beaucoup plus de monde vont sortir. Peut-être même, bon, tout le monde, c'est complètement impossible, mais que du coup, en fait, cette grogne va faire que gonfler, pas forcément dans un court terme, mais dans un moyen long terme, gonfler, 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 jusqu'à arriver en fait à un moment où il faudra qu'il y ait des changements au niveau des institutions, quoi, tout simplement, parce que le problème, c'est que le peuple, tu peux le maintenir tant que c'est une population limitée qui grogne, mais quand c'est beaucoup plus de monde, voire plus de 50% de monde, ça va commencer à être compliqué à gérer tous les gars, quoi. Donc moi, je fais quand même gaffe à ça. Je me dis que ça peut partir plus vite qu'on ne le pense au final et avoir beaucoup plus de personnes qui se lancent dans le grognage dans les rues. Après, est-ce que c'est pas plus la violence qui a changé par rapport au mouvement? Pour moi, il y a toujours eu des gros mouvements de grève. Je veux dire, ça date pas d'hier. Nos parents, ils l'ont connu. Je pense que c'est plus la violence qui fait que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus agressifs. Et ça, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout. Les jeunes sont plus agressifs parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas une situation qui est stable. Et alors que les personnes, quand même, on va dire plus âgées, bon, pour la plupart, ils ont quand même pu bosser tranquillement, pu mettre de l'argent de côté. Ils ne sont pas dans ce besoin de. Enfin, sauf certains, mais je pense que c'est peut-être ça, effectivement, qui pourrait faire que ça dérape maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement. Le problème des Gilets jaunes, c'est que c'était massif au début, mais ça s'est vite essoufflé. Et au final, bon, c'était peut-être des centaines de milliers de personnes, mais ça ne représente pas la population.
Ah oui, non, On c'est est, clair. on est 60 millions, donc il faudrait au moins qu'il y ait, tu vois, peut-être 5 millions de personnes dans les rues pour vraiment que ça ait un poids et que là, l'État se dise, OK, là, on est obligé en fait de plier. Mais tant que c'est pas au moins 5 ou 10% de la population, ça risque d'être trop minoritaire pour qu'ils le prennent vraiment au sérieux, quoi. Hmm. Je pense, après, on verra, mais Oui, voilà, ouais, c'est là-dessus, de toute façon, on ne sait pas ce que ça va te donner, quoi. Hmm, hmm. ouais, donc clairement. Bah, si on se réfère à la vision de Ray Dalio sur les cycles macro, ça peut être un témoin de l'entrée dans la phase complètement déclinante de certains des empires actuels, qui, si je résume un petit peu le graphique qu'il proposait, qui fait une magnifique courbe de Bell et qui se répète pour les plus grands empires au cours de l'histoire. Enfin, ces articles sont incroyablement passionnants. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les parcourir ou pas, mais déjà le bonhomme en lui-même C'est un est sacré moment. fascinant. Oui. Le bonhomme en lui-même est fascinant. Hein. C'est quand même le gérant du plus gros hedge fund de la planète depuis 40 ans. Il est passionné d'histoire, de philosophie, de culture. Il a écrit même des bouquins de développement personnel. Enfin, il touche à beaucoup de choses. Et il a surtout une vision historique, du coup, en ayant échangé avec de nombreux professeurs, par passion pure, etc. Et puis de par son, comme il aime le dire, il a pris des tas de mauvaises décisions dans sa vie, enfin, notamment au niveau investissement, juste un peu moins que le reste du monde. Ce qui lui a permis d'arriver là. Et la vision qu'il propose est quand même vraiment très intéressante. Pour ma part, je ne suis mais alors absolument pas tenant des mouvements survivalistes, collapsologues ou quoi que ce soit. Par contre, quand quelqu'un d'intelligent comme ça donne une perspective vraiment très haut niveau, ça m'intéresse. Et si je peux juste partager mon écran un très court instant. Attends, je crois qu'il Je peux faut que pas. j'autorise maintenant Ah oui. permettre dans. Comment on fait? Attends, si je te mets en animateur. Non, mais t'as pas besoin. Regarde, si tu vas dans Share Screen, tu as une petite. Ah bah, une petite... je t'ai mis en animateur du coup. Bon, bah, j'annule la réunion pour tout le monde. Au revoir. Ok. Super rapide. Parce que ça, c'est juste pour rebondir. Enfin, je ne veux pas non plus Ah prendre ouais, trop de temps à tout vas-y, le monde vas-y. là-dessus, mais c'est une perspective qui est quand même assez intéressante. Et hop, voilà le fameux cycle que ces milliers d'heures de recherche sur le sujet ont mis en évidence. Et on peut assez vite retrouver en fait l'endroit où on se situe actuellement. Je pense qu'on Ouais. est d'accord qu'on est par là. La partie après, c'est clair, et révolution et guerre est pas super engageante. Alors, comme il le précise, ça ne veut pas forcément dire que ça se fait dans la violence. Mm. C'est là où mon optimisme naturel, qui est assez réaliste malgré tout, mais va triompher du côté survivaliste ou collapsologue. Ça ne se fait pas nécessairement dans la violence. Mais des phases de remous sont à prévoir. Et c'est vrai que c'est difficile d'anticiper de quelle manière ça peut impacter les économies. Et pour nous qui sommes surtout dans cette réunion pour déterminer en clair où est-ce qu'on place nos vies et quelles sont nos prochaines actions, et bien ça peut être un facteur de chaos qui est assez particulier. Bon voilà, je ne voulais pas m'étendre Bah, là-dessus, juste apporter un petit peu de perspective. Toujours ouais, plus intelligent que moi. d'autant plus important, effectivement, d'être résilient, en fait. On est dans une période. Je dirais que peut-être nos grands-parents pouvaient se permettre, effectivement, d'être de concentrer sur une activité, d'être à fond dessus. Peut-être même encore nos parents, même si ça commençait à. Mais, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, investisseurs, je pense qu'on est on est dans une période où effectivement, c'est ça, hein, il faut faire preuve de résilience, quoi. Alors, on pourrait espérer avoir vécu à une autre époque, c'est pas le cas. Donc, il faut le prendre en compte, c'est tout. Et donc, voilà, autant au niveau entrepreneuriat au niveau investissement, quoi, et même au niveau personnel. Enfin, pour ma part, je le vois là, hein, le fait de. Moi, il y a quelques années, quand j'ai dit, OK, ben, on achète une maison avec un grand terrain, on est tranquille, où on a voilà, on a des capacités, au pire, faire pousser des trucs. Enfin, ça fait un peu collapsologie.
c'est exagéré, mais bon, voilà. Plutôt que d'être en centre-ville et un peu bloqué, comme ça a pu être le cas pour certains. Mais bon, voilà. Deux marchés que tu n'as pas mentionnés, si je puis me permettre, juste à titre. Mince, bon, je cherche un mot, c'est pas grave. J'avais lu il y a quelques années un livre très intéressant sur le témoignage de la crise économique qui s'était déroulée en Argentine au début des années 2000, si je me souviens bien, où pendant de nombreuses années, les gens ont vécu en fait l'équivalent d'une, peut-être pas d'un 1929, mais pas loin, dans un pays qu'on connaît finalement très peu, enfin moi personnellement je connais très peu. Et c'était intéressant de voir du retour concret à la fois du vécu des gens et surtout au niveau un tout petit peu plus macro de ce qui se passait au niveau économique et autres. Et au niveau des secteurs qui marchaient particulièrement dans ces temps de crise-là, il y avait notamment, je m'en souviens, parce que ce n'est pas du tout mentionné dans ta liste, les secteurs de la sécurité. Parce que quand les temps deviennent un petit peu plus troublés, eh bien, les gens naturellement se renferment et puis on voit apparaître des formes de violence, beaucoup plus graves que celles que vous mentionniez il y a un instant, tous les deux, Thomas et Alexandre. Mais en fait, c'est un secteur qui se développe quasi exponentiellement dans ce genre de phase. Ça va de la sécurité personnelle, à l'emploi de garde du corps, aux assurances de maison, alarmes et autres. Enfin bref, quelque chose qui peut assez vite se développer. C'est juste pour le mentionner dans les potentialités des secteurs. Et puis, il y a le grand autre secteur qui est celui de la peur. Tous les agitateurs de troubles, les Doomsday Prophets, comme ils les appellent en Amérique, ça vend très bien. Ça vend très très bien. Et du coup, d'ailleurs, merci Alexandre au passage de ne jamais avoir choisi cette voie. Parce qu'avec ton influence et tes connaissances, ça aurait été facile, mais avoir cherché à faire triompher un peu plus l'intelligence et la clarté, j'en profite pour te remercier. Je t'en prends encore plus plein la gueule. Oui, j'ai lu ce matin justement ton mail à ce sujet, ta lettre d'investissement, donc j'ai compris que ce n'était pas forcément facile. Mais bon, voilà, il y a de l'argent facile à faire là-dedans. Il y a sûrement, si on pouvait investir sur certaines de ces personnalités que je ne nommerai pas, mais qui font leur beurre là-dedans, ce serait un bon moyen de placer des billes. Ouais, après, c'est une question aussi personnelle et sur comment dire, sa philosophie de vie. Est-ce qu'on a envie effectivement D'alimenter ça? Non. Ouais, d'alimenter ça. Voilà, c'est une question. Voilà. En effet. Mais c'était pour noter. Effectivement, ça a le mérite tout à fait, en tout cas, d'être noté sur toute l'industrie de la peur, l'industrie de la collapsologie. On l'a vu, hein, c'est aux États-Unis, je crois que c'était post 11 septembre, hein, avec un accroissement des ventes de bunkers personnels, de packs de survie à la maison, tous les trucs comme ça, quoi. Donc, absolument. Ah, mais même là pour le Covid. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça a totalement le mérite d'être souligné. Merci Benoît. Bon, rappelez que la peur existe et qu'il y a des charlatans qui font leur beurre dessus. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être remercié. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, les remarques, j'en aurais juste sur les secteurs. Attends, mais où est-ce que c'était ça? C'est dans. Alors, les secteurs, c'est dans opportunité. Non, dans protection. Dans protection. Dans le mind mapping. Protection, c'est à gauche ou ça? C'est à droite. C'est à droite. Là où il y a ta vidéo. Ah oui, ok. Effectivement. J'aurais plus mis des secteurs. En fait, effectivement, la santé. En fait, produits numériques, tu peux le mettre avec Internet. Enfin, ça englobe tout normalement. Plus la technologie de l'information. Mais bien une première nécessité, j'aurais plus dit consommation non cyclique. C'est comme ça que tu l'appelles, quoi. Mais ça englobe tous les biens, on va dire, que tu vas consommer de manière régulière.
c'est vrai. Et au final, même les biens de consommation cycliques, on se rend compte qu'ils ne se portent pas si mal que ça. Euh, ils ont quand même été assez résilients, même s'ils le sont un petit peu moins, ce qui est normal. Mais on va dire que c'est principalement ces 4 secteurs-là qui, là, ils n'ont quasiment pas été impactés. Et même, je préciserai qu'ils n'ont quasiment pas été impactés, alors que ça n'avait pas été le cas en 2008. En 2008, ils avaient pris un moins 50%. Et là, vraiment, on remarque une bien plus forte résilience. Tu vois que les secteurs comme la santé, ils ont perdu 30%, alors que les autres, ils perdent 40 ou 50%. Et il y a un rattrapage en plus qui est beaucoup plus rapide. Donc ces 4 secteurs-là, effectivement, ils ont limite profité de la crise. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout une crise qui est équivalente à 2008. Parce que là, il y a vraiment des secteurs qui vont en sortir vraiment fort, quoi. Et c'est ces 4 secteurs-là, je pense, qui vont vraiment en sortir encore plus fort, au détriment des autres. Donc c'était peut-être pour simplifier un petit peu plus, en fait, ta partie là. Est-ce que je peux me permettre de partager à nouveau une image, puisque Bah, de toute façon, tu as le contrôle de la discussion. ouais, bah, voilà, du coup, je ne vais pas hésiter, mais c'est juste, ça rebondit totalement sur ce que tu viens de dire, Alexandre. Mais une mesure qui est légèrement différente, mais en même temps très intéressante, sur les conversions, donc basées sur des données sur des millions de transactions, conversions notamment dans le domaine publicitaire et autres, sur les différents secteurs. Et les 4 qui non seulement n'ont pas subi, mais ont même Augmenter. fleuri en temps de crise, bah, effectivement, agroalimentaire, santé, médias. C'est quand même très intéressant. Pharmacie, bon, c'est lié. Ok. Voilà. Et évidemment, à l'autre opposé du spectre, on a tout ce qui est bâtiment, tourisme, voyage, etc. Ah, le bâtiment encore plus fort que tout ce qui est voyage. Intéressant. Bon, après, on est sur du 41% par rapport à enfin 42% Oui. sur Mais, 48. voilà, j'aurais pensé clairement que la barre la plus forte était sur le voyage, quoi, mais ok. Bref, juste pour Après, ça, rajouter un c'est petit une peu de données vision dans ce que tu dis. effectivement à une photo, à un instant T. Est-ce que ça figure ce qui y aura à venir? Alors, peut-être dans un cadre d'un reconfinement, il y aura peut-être effectivement des choses à exploiter dans un cadre comme ça. Après, par contre, ouais, c'est clair que oui, ça montre aussi les secteurs les plus solides en cas de crise. Ouais, au final, ça accentue d'autant plus la tendance. Ça le montre de manière encore plus forte. Ouais, c'est clair. Ok. Merci Benoît. Et aussi, juste dans la partie entreprise sur diminution des coûts, enfin, dans la partie entreprise, il ne faut pas aussi ignorer le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises justement qui vont avoir beaucoup de cash. D'une part parce qu'elles n'ont pas eu à payer, enfin, notamment en France, elles n'ont pas eu à payer les salaires. C'est-à-dire que toutes les boîtes ce n'est pas uniquement les boîtes en difficulté qui ont profité des aides. Au moins le chômage et le chômage partiel, il y a beaucoup de boîtes qui n'en avaient pas forcément besoin, mais on ne pouvait pas leur refuser. Ils n'ont peut-être pas juste pu faire de crédit. Et de notre côté, tu as aussi toutes les boîtes qui ont fait des crédits alors qu'elles n'en avaient pas forcément besoin. Ce sont des crédits quand même garantis, qu'elles n'auront pas à rembourser tout de suite, donc elles vont peut-être avoir un apport de liquidité énorme. Et en plus, on sait que dans une crise, de toute façon, pour survivre, au contraire, il faut réinvestir. C'est comme ça que tu écrases les concurrents, quoi. Donc, il n'y a pas qu'un aspect réduction de coûts. Tu vois. Je ne suis pas sûr que chez Apple, ils réduisent des coûts. Je pense que même au contraire, il y a même des boîtes qui vont augmenter limite leurs dépenses en investissement pour repartir encore plus fort. Mais ça va dépendre des boîtes. Bien évidemment qu'il y en a qui vont réduire leurs coûts. Mais pareil, ça va dépendre des secteurs, par exemple. C'est vrai, tu as raison. Là où c'est un truc qui est un peu qui est nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir avant, c'est effectivement ce côté on ouvre les vannes d'un point de vue crédit pour les boîtes, comme là ils l'ont fait, quoi. C'est un truc ça, on n'a pas vu en 2008 que, en tout cas de Non. mémoire,
Ça, c'est un truc nouveau et ouais, tu as absolument raison. C'est une variable à intégrer. Ok, je vais le noter et je vais réfléchir là-dessus. Parce que d'un point de vue ensuite conséquence que ça a derrière, effectivement, euh, on a de l'argent, on s'est baqué par l'État. Eh ben, ouais, ça va aussi dans le sens avec ce côté. Est-ce que ça va être justement utilisé de manière judicieuse? Parce que ça, on le voit, hein, dès que l'argent vaut moins cher et que en plus de ça, derrière, on ne supporte pas vraiment le risque de ce qu'on en fait, la manière dont ça peut être utilisé, c'est pas forcément pas forcément pour de la production, pas forcément pour créer des choses dans l'économie réelle, quoi. Ok, bon, je note, ouais. Merci. Après, ça, c'est le cas en France. Au States, en Angleterre, dans les autres pays, je ne sais pas, est-ce qu'ils font le même. Oui? Non, 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 non. Bah, pas à ce niveau-là. Il y a eu des aides. Il y a eu des aides au Royaume-Uni. Non, mais dans la plupart des pays, il y a eu des aides, peut-être pas au même niveau. Peut-être pas le chômage partiel qui est payé pour tout le monde, tu vois. Hmm. Et il y en a eu pas au même niveau. Et en général, c'est plus à destination quand même des PME. On va dire que le plus gros des aides, il est quand même normalement réservé aux plus petites boîtes, quoi. Ou à celles qui génèrent un chiffre d'affaires sans dépasser une certaine limite, quoi. Mais après, bon, là, il faudrait voir au cas par cas. Ouais. Ok. Bon, ben, il est presque 14 heures. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des questions? Bon, moi, je terminerai sur que le private equity, au final, ça reste quand même beaucoup plus risqué, à mon sens, que les actions. Mais tu vas avoir une récompense qui également est beaucoup plus importante. Euh, et que dans le contexte actuel, les startups, ce n'est pas forcément le truc qui est extrêmement résilient. C'est les trucs qui vont sauter en premier. Donc, ta partie sur les actions, elle n'est pas très développée, en tout cas dans la partie opportunité. Oui, clairement. Oui, encore. Bah, de toute façon, il y a encore du taf, hein, moi de mon côté, sur la partie opportunité. Sur le private equity, oui, clairement, ça reste ultra risqué, hein. De toute façon, tout ce qui est business angel, il faut. On sait que le risque est important, mais aussi gain important. C'est un peu comme les cryptos, quoi. Ah ouais, ouais, clairement. Pas de Enfin, magie. même pour moi, ce sera encore plus risqué parce que tu as ce problème de liquidité qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que tu as investi, mais ton argent, tu peux ne pas le revoir. C'est vrai. Euh, C'est vrai. Là, c'est clairement une perte potentielle. Tu n'as pas de stop loss, quoi. Ah non, voilà, c'est ça le truc. Au moins, dans les cryptos, si tu sais gérer ton risque, tu prends un risque acceptable. C'est vrai. Bah, ton risque, c'est le capital investi. Effectivement, après, oui, ça peut fortement payer. Mais là, moi, je manque un petit peu de recul sur ça parce que je ne connais pas trop ce milieu. Je ne sais pas en fait si le moment il est propice à ça ou pas. Tu vois. Est-ce que le moment il est propice à miser sur les startups ou il ne serait pas plus à miser sur des grosses boîtes qui ont été plus décotées, tu vois. Bah, Là, je ne sais pas trop. tu pourras pas avoir l'effet des multiplicateurs sur des grosses boîtes qui ont été décotées par rapport à ces. Voilà. Donc, c'est une histoire de risque. Après, je suis d'accord, hein. Je ne sais pas trop moi non plus. Et c'est pour ça que je suis en stand-by. Parce que je ne sais pas. Ok. J'ai besoin encore d'y réfléchir. Ok. Et il n'y a pas d'immobilier alors dans tes opportunités? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas particulièrement parlé parce qu'en fait, la partie IMO, c'est mon épouse qui s'en charge. Donc, donc j'en parle avec elle, etc. Mais c'est plus elle qui. Moi, l'immobilier, ouais, non, bah, effectivement, c'est un truc. Alors, j'en parle quand même un petit peu dans la bulle immobilière avec le côté. Enfin, la bulle. Dans le sens, la bulle dans le mind mapping, hein. Il y a des trucs qui sont creusés sur l'immobilier de stockage. Moi, je
pense que là-dessus, il y a vraiment un truc intéressant. Sur le résidentiel, je suis pas ultra motivé. Tous les trucs Airbnb, etc. Je trouve que l'investissement versus Bon, rentabilité. Pardon? bah, c'est-à-dire que oui, non, le tourisme, on est d'accord. Le tourisme et le commerce. Bah, après, par rapport au stockage, il y a, à mon avis, des foncières qui sont spécialisées là-dedans, hein, ou qui en ont en tout cas en majorité. Euh, les foncières, soit elles sont vraiment spécialisées sur le commercial, soit elles sont spécialisées sur le résidentiel. Tu peux avoir des entrepôts dedans. Bon, après, exclusivement des entrepôts, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que les foncières aussi ont été bien décotées. Mais elles ne sont peut-être pas toutes bonnes à prendre, hein. Mais après, c'est pareil, il faut regarder, quoi. Il faut analyser. Oui, effectivement, l'immobilier de stockage là-dessus, ouais, ouais, à regarder. Il me semble, parce que j'avais écouté un podcast il y a de ça un an et demi, j'ai en mémoire, qui justement parlait qu'il y avait des produits qui étaient spécialisés là-dedans, qui étaient en fin de compte l'équivalent de SCPI, mais vraiment spécialisés sur cet immobilier de stockage pour tout ce qui est secteur du e-commerce. C'est sûr que ça. Donc à creuser, à creuser. Ok, bah écoutez, il est 13h58. Je pense qu'on Ouais, peut- juste une dernière remarque, parce que je suis surpris qu'on n'ait pas insisté un poil plus dessus. Moi, personnellement, à ce stade de mes réflexions personnelles, le meilleur moyen de protection que je vois, éventuellement même de multiplication, ça reste d'avoir un pied dans des économies étrangères. Parce que tu l'as mentionné, l'euro, on ne sait pas vers quoi il va. On peut s'attendre peut-être à un peu d'inflation, etc. J'avoue que moi, de mon côté, c'est un des leviers que je trouve intéressant à ce stade. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a les moyens assez classiques du genre achat de devises étrangères, achat d'actions d'entreprises étrangères dans des secteurs, même si la France ne simplifie pas les choses à ce niveau-là, mais dans des entreprises étrangères qui animent des secteurs qui résistent, ou avoir des revenus qui proviennent de l'étranger. C'est ici que là, tous les bilingues internationaux parmi nous auraient tout intérêt à créer des produits qu'ils peuvent vendre dans d'autres pays, soit l'Union européenne, soit mieux Chine ou autre. Là, il faudra peut-être faire travailler des traducteurs qu'on trouve à prix coûtant sur le marché actuellement, comme tu as insisté. Mais non, je ne sais pas, j'étais curieux d'avoir vos retours par rapport à ça. Parce que là, on a parlé de pas mal de solutions qui sont locales, nationales, mais ça me paraissait, moi en tout cas, un des plus gros leviers de protection potentiels en cas de gros crash, sinon européen, du moins français, bref. Ouais, c'est la diversification, hein. Après, il faut juste ne pas se diversifier partout. Je pense que les pays qui vont le plus souffrir sont les pays émergents pour le coup. Donc là, il faut uniquement se concentrer sur les pays développés, accessibles. Le problème, c'est qu'il y a toute la partie asiatique qui est difficilement accessible, sauf le Japon qui l'est un petit peu plus. Euh, donc ouais, États-Unis, puis Asie. Mais c'est pareil, il faut connaître en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien acheter des foncières aux States, mais il faut connaître le marché. Parce que toutes les foncières ne se valent pas. Et c'est comme en fait en France. Mais en France, on sait à peu près ce qu'il faut faire. La seule difficulté, c'est ça, c'est qu'à l'étranger, on ne connaît pas. Donc pour investir, pareil, dans les foncières ou dans les actions, bon, les actions, c'est plus facile. Mais il faut juste faire attention. C'est comme ceux qui investissent en Chine, il faut maîtriser un minimum, il faut comprendre quand même un minimum comment ça fonctionne avant de juste partir du principe que c'est forcément bien. Mais effectivement, oui, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout, ouais. Pour les devises, pour les actions et pour les business en plus, ouais, si c'est possible, ben là c'est clair qu'après tu es encore plus résilient, même si tu vas être soumis à la concurrence. En faisant en français, tu n'as peut-être pas cette concurrence que tu vas avoir si tu te développes sur le marché plus global. C'est vrai.
Hop. Ok. Alors, Christophe Ben, qui nous a quitté, il avait rendez-vous à 14h, il nous a mis un ce petit que je viens de message. voir, ouais. Oui, eh ben, ouais, la diversification en termes d'entrepreneuriat sur des marchés, oui, notamment, c'est clair qu'avec Meillorance, on peut le faire avec là, le marché asiatique ou suisse ou allemand, mais ouais, parce qu'on a des contacts et qu'on a des gens qu'on connaît, et c'est toujours pareil, quoi. Après, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Mais clairement, nous, on a fait le choix avec Benoît que ce soit une stratégie sur le long terme, de ne pas être franco-français ou même juste européen, quoi. C'est clair. Mais bon, il faut faire le choix de la chose, quoi. C'est un investissement, hein, c'est toujours pareil, hein, au final. Ok, bon, bah écoutez, je vous propose que ce soit le mot de la fin. C'est Merci un beaucoup, investissement en au tout cas, final. Ok. Pardon, Alex? Non, c'est moi qui ai parlé. Oui, Tommy. C'était moi qui avais parlé. Je disais merci beaucoup, c'était très intéressant. Je ne suis pas trop intervenu, je n'avais pas grand-chose à rajouter, mais j'ai trouvé que toutes vos réflexions étaient très, très intéressantes. Et pour moi, très instructives, parce que je n'avais pas du tout creusé dans ces directions-là de réflexion. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Et bah, écoutez, je souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Merci Ouais, à bon tous, à très après-midi. vite. Salut. Bye bye. Ciao. Ciao. Si tu comprends que notre temps est compté et qu'il faut vraiment l'utiliser à bon escient, je t'invite à aller voir cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.